Le réarmement russe, on apprend jour après jour à quel point la machine de guerre russe, en dépit des graves difficultés économiques de la Russie, continue de grossir, de grandir, de se donner davantage de moyens. Le développement du jour, Émilie, c'est que la Russie veut produire davantage de drones et des drones avec des moteurs chinois. Oui, regardez ce que veut absolument montrer le Kremlin. Les usines tournent à plein régime. Justement, Vladimir Poutine, le président russe, était en déplacement aujourd'hui à Saint-Pétersbourg dans une usine de drones. Et alors là, il a fait beaucoup d'annonces de façon assez officielle. Il a notamment annoncé la multiplication par 10 de la production de drones. Écoutez-le. Au total, environ 140 000 drones de différents types ont été livrés aux forces armées en 2023. Cette année, la production de drones pilotes devrait être multipliée par près de 10. En outre, la gamme des systèmes des drones va s'élargir et des bateaux sans pilote sont en cours de création, comme nous l'avons vu aujourd'hui. Ainsi que des plateformes robotisées à usage polyvalent. Dans le même temps, la plupart d'entre eux seront envoyés aux troupes situées sur la ligne de contact des combats. Où trouve-t-il les moyens et où trouve-t-il l'argent? Je rappelle la situation. La Banque centrale de Russie elle-même avoue les difficultés qu'ils ont. Ils ont des difficultés sur le rouble. Théoriquement, on dit que le robinet du gaz et du pétrole européen est quand même en grande partie coupé. Et on en est là. Oui, la résilience de l'économie russe ne cesse de nous étonner depuis le début. Ils ont encore des réserves, mais effectivement, l'économie est en surchauffe. Mais à partir du moment où l'économie est en économie de guerre, c'est-à-dire qu'elle est étatisée, il n'y a pas d'entreprise privée dont on pourrait se demander si elle souffre particulièrement ou si leur rentabilité est bonne ou pas. La question n'est pas là. Toute l'économie russe, tout l'appareil industriel au service de la guerre, ça peut durer un certain temps. Ils ont des matières premières, ils ont des alliés forts. On sait très bien qu'à chaque fois que les Nord-Coréens leur livrent des obus, 7 jours plus tard, le front se réembrase. Donc ils sont pas seuls, là. Ils sont beaucoup aidés. Puis les drones, à part les drones les plus sophistiqués, mais ce ne sont pas ceux dont parlait Poutine à l'instant, ces drones-là sont de fabrication relativement facile. Est-ce que ça vous inquiète le fait que cette puissance, on a là combien d'heures, à 4 ou 5 heures d'avion, une puissance qui se réarme, cette fois on parle du conventionnel, tout ce qui est le plus classique, c'est pas la menace nucléaire, mais ça n'en est pas moins inquiétant. Oui, ça n'en est pas moins inquiétant, et puis surtout ils ont quand même une capacité, je dirais, de se réarmer qui est supérieure à celle que l'on pensait. Alors il faut quand même voir, pour tempérer ça, qu'il y a quand même un certain nombre, je dirais, de matériels militaires qui sont construits et qui vont être consommés immédiatement, qui sont là pour remplacer ce qui a été détruit. Et non pas, ça ne veut pas dire qu'ils se renforcent, ça veut dire déjà qu'ils doivent remplacer tout ce qui est abîmé, tout ce qui est détruit. Ensuite, lorsque l'on parle des drones en particulier, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on considère aujourd'hui dans les états-majors occidentaux que les Ukrainiens sont leaders. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont pris une avance technologique. Ils ont plus de 200 entreprises qui travaillent dans les drones. Ils fabriquent des dizaines de milliers de drones par mois. Ils sont capables, on l'a vu, de balancer du lance-flamme. Ils font des drones qui vont à 500 km. On l'a vu avec le dépôt de munitions. Il semblerait que ce soit des drones. Donc là, je pense qu'il y a une course, effectivement, mais que Moscou n'a pas gagné à cette heure. À un moment, il s'était rééquilibré et il semblerait que les Ukrainiens aient repris l'avantage dans ce domaine. Soulignons que le budget, les dépenses militaires ukrainiennes sont par exemple supérieures aux dépenses de la France. Oui. L'Ukraine est une très grande armée, c'est devenu une très grande armée. C'est-à-dire, est-ce que eux, par force, parce qu'ils sont attaqués, mais les Polonais, les Baltes sont en train d'avoir une prise de conscience que nous n'avons pas sur l'urgence qu'il y a face à la Russie. Non, mais très clairement. Et la crainte, parce qu'actuellement, Richou le sait, je fais l'école de guerre, la crainte des militaires à l'heure actuelle, c'est qu'on se rende compte qu'il y a des difficultés au niveau de l'Ukraine et qu'on stoppe notre réarmement. Et donc on se dise que bon, là, voilà, on n'a plus besoin d'aider l'Ukraine de manière aussi rapide, donc on va un peu calmer la cadence. Et ça, c'est une véritable crainte parce que il y a un véritable besoin de prendre conscience. Dans la diplomatie, on peut garder des canaux ouverts, mais il ne faut pas faire preuve de naïveté. Et c'est là le problème, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de naïveté en amont, en pensant que justement les relations étaient bonnes et qu'il fallait garder ces relations telles quelles, sans penser que potentiellement la Chine, la Russie, l'Iran pouvaient continuer de manière insidieuse à se réarmer ou à produire du nucléaire. Au-delà de ça, est-ce que le risque existe que l'Occident simplement s'aveugle sur le danger qu'il y a là à quelques heures d'avion? Je rappelle ce qui s'est passé en Seconde Guerre mondiale où des gens comme Churchill allaient régulièrement en Allemagne, rentraient en disant « Vous ne vous rendez pas compte, les Allemands sont en train de réarmer de manière extrêmement dangereuse »
Et les militaires anglais, français disaient mais n'exagérez pas, l'Allemagne n'en est pas du tout là, nous, la puissance française, la puissance anglaise, on sera toujours beaucoup plus fort. Et c'est Churchill qui avait raison. Alors c'est vrai que la situation est un peu différente. On a l'impression que, vu ce qu'est la guerre aujourd'hui, les Russes ne sont pas capables, ni probablement désireux, d'aller plus loin que l'Ukraine. Et même, semble-t-il, l'Ukraine est hors de leur portée. Donc finalement, les Russes ont raté leur coup. Ils ont raté leur coup. L'Ukraine existera, elle sera un pays indépendant, économiquement viable grâce à l'Union européenne. Elle aura, comme vous le rappeliez Darius tout à l'heure, une armée considérable, de même que toutes les armées à la frontière russe seront les plus considérables d'Europe. L'armée polonaise, par exemple, est la plus grosse acheteuse d'armement, notamment coréen, au monde. Et l'Europe sera complètement déstabilisée. Espérons qu'à ce moment-là, quand la guerre sera terminée, nous ayons, avec ces pays-là, de l'Est de l'Europe, de bonnes relations. Et qui gouvernent, des gouvernements qui soient dans notre ligne. La ligne de l'Union européenne. Et ça, c'est pas sûr du tout. Ont-ils cette prise de conscience que nous n'avons pas? Le contribuable polonais, par exemple, ou le contribuable américain paye pour la défense ce que le contribuable français, italien, allemand ne paye pas. En réalité, c'est aussi simple que ça. On parle de budget, nous, on a quand même considérablement augmenté. Alors je te laisse parler. Considérablement augmenté nos budgets de la défense et on est à plus de 2%. Vas-y. 4%, 5% en Pologne. C'est le double. Le général Richoux, voilà, tout à fait. Il a tout à fait raison. C'est-à-dire que c'est une dictature, la Russie. Ils sont en économie de guerre. Je crois que nous avons véritablement pris conscience du risque qu'ils représentent. Peut-être pas autant, effectivement, que les Baltes et les Polonais. Comme cela a été dit, ils sont maintenant à 4%. Vous savez, dans les années 60, l'OTAN, c'était 4%. Nous, on consacrait 4% de notre PIB à la défense. On a cru que la paix était éternelle, la fin du monde, il n'y aurait plus de guerre. Et là, on a pris conscience. Mais nous sommes des démocraties. Nous avons des contraintes budgétaires, nous avons des lois de programmation militaire. Et je crois que cette prise de conscience est progressive, en ce sens, effectivement, que l'on va. On a pris conscience que la paix n'était pas forcément quelque chose de durable. Le bon professeur parlementaire européen qui dit nous avons des contraintes budgétaires, vous avez des lois de regardez, vous ne seriez pas en train d'un faux gouvernement, vous. Regardez. Non, mais j'appuie Patrick quand même sur le fait que la démocratie peut tout changer. Regardez en novembre avec Donald Trump. Oui, il peut y avoir une révolution copernicienne à 180 degrés. Oui. Si demain, en 2027, monsieur Mélenchon arrive au pouvoir, vous croyez que le budget de la défense, il va augmenter ? Donc, je veux dire, les démocraties, c'est leur faiblesse. Leur force, effectivement, c'est de s'installer dans la durée, etc., d'avoir une alternance. Mais leur grosse faiblesse, c'est justement une alternance qui peut mettre par terre tout ce qui a été bâti hier. Voilà. Et partir dans une direction complètement différente. Et la démocratie, elle est aussi dans nos systèmes. C'est-à-dire, l'OTAN, c'est une démocratie, c'est 32 membres. L'UE, c'est une démocratie, c'est 27 membres. Et donc, quand on est en démocratie, on discute. Et quand on discute, ça prend du temps et on prend est-ce que l'Europe a encore la niaque? Quand on voit une partie de la Géorgie qui a été occupée par Poutine, qui l'est toujours, et l'Europe ne fait rien. Bon, la Crimée pendant 10 ans, avant même ça, bien sûr, 2014, et l'Europe ne fait rien. Rien du tout. Oui, voilà, rien. Mais je pense qu'on est sorti du temps de l'innocence. Là, je pense qu'on est sorti. Il y a eu l'esprit de Munich, incontestablement. Mais c'est pas il y a eu. La Crimée, c'est toujours. Oui, non, mais c'est toujours. Mais je veux dire, on aurait dû réagir en 2014, vous voyez. Et donc l'esprit de Munich, l'esprit de défaite, c'était en 2014 ou en Géorgie un peu plus tôt. Et donc nous n'avons pas eu la capacité. Erdogan, je vous signale quand même que Erdogan occupe illégalement une moitié de Chypre. Oui. Ça dure depuis 1974. Voilà. La réalité de l'Europe de l'Ouest, est-ce que ça n'est pas qu'elle n'a renoncé en fait à la guerre? À l'époque. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour l'Ukraine? On entend dire qu'il va y avoir un plan de paix, que M. Zelensky proposera un plan de paix, et on parle de référendum d'autodétermination sous l'égide de l'ONU, donc en Crimée. J'ai l'impression que ce qui s'est passé à Chypre il y a 50 ans risque de se passer en Ukraine, parce que n'oublions pas que l'Ukraine, ils veulent leur intégration à l'Union européenne, et tant que ce pays sera en guerre, ce ne sera pas possible. Donc aujourd'hui, effectivement, on s'aperçoit qu'il va y avoir des tractations diplomatiques pour faire en sorte, effectivement, que l'Ukraine puisse intégrer à la fois l'OTAN et l'Union européenne. Bon, voilà, c'est peut-être pas marrant ce que je dis, mais ce que je veux dire, voilà, il y a effectivement cette contrainte, et je crois qu'aujourd'hui, l'Europe doit réagir. Elle doit réagir pour faire en sorte que l'Ukraine puisse intégrer l'Union européenne et à terme l'OTAN, et cela passera nécessairement, d'une part, il faut l'espérer, par la victoire de l'Ukraine, mais aussi par des tractations diplomatiques. Avant de laisser la parole au général, rappelez quand même que l'Europe... Enfin, on la prendra avant le général.
l'Europe a quand même dépensé plus d'argent, a donné plus d'argent à l'Ukraine que les États-Unis. Oui, tout à fait. Donc, Darius, ne soyez quand même pas trop dur. La niaque n'est peut-être pas là, mais les poches sont profondes. Oui, Et Madame ce qui est sûr, von der c'est que la Leyen, niaque, pardon, mais ce qui est sûr, c'est que la niaque est aussi du côté de la Russie. Je vous fais réagir juste après, c'est premier général, avec Vladimir Poutine qui semble, on le répète régulièrement, miser sur une guerre longue. Regardez, lui aussi, il est adepte au quoi qu'il en coûte. Nous mettons en œuvre un programme de rééquipement complet de l'armée et de la marine, ce qui signifie que les troupes recevront non pas des échantillons individuels, mais des échantillons en série d'armes modernes de haute précision et de véhicules blindés, de systèmes d'aviation, de détection de l'ennemi et de contre-batterie, des systèmes de contrôle et de communication. Alors, on est toujours dans cette logique de réarmement massif de la Russie. Oui, toujours dans cette logique, mais eux, ils sont en guerre. Donc là, effectivement, c'est l'économie de guerre et tout l'appareil d'État, un peu comme en 1941 chez les Russes, est tourné vers cette affaire-là. Voilà, donc effectivement, c'est très très différent de nos démocraties où on vit en paix. Mais nos démocraties, je voulais simplement dire ça, sur le plan historique, sur le plan historique, ce désarmement moral d'où il vient, c'est de notre culpabilité et de notre responsabilité morale extraordinaire pendant 2 guerres, qui l'une a fait 20 ou 25 millions de morts et l'autre en a fait 50 millions. Et donc effectivement, après on a désarmé et on est devenu un continent en pensant que ça ne reviendrait jamais. Est-ce qu'il y a c'est ça notre problème. une lassitude de la guerre? Il faut lire ce qu'écrit Colosimo. Il écrit des pages très fortes là-dessus, sur le fait que l'Europe a été le grand continent de la guerre. Quand on regarde la carte de toutes les batailles du monde, c'est en Europe qu'il a coulé le plus de sang. Bien sûr. Il y a eu aussi toutes les guerres coloniales. Depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, il y a le sentiment que c'est fini, que l'Europe n'a plus envie, pour de bonnes ou mauvaises raisons, chacun jugera, mais que l'idée de faire la guerre ne peut plus être soutenue en Europe de l'Ouest. Il y a quelques pays qui sont prêts à faire la guerre, qui la font de temps en temps. La France, par exemple, la Grande-Bretagne, l'Allemagne parle de se réarmer et ne se réarme pas. C'est dommage, mais peut-être que le prochain chancelier saura... L'idée d'intervention, elle n'est pas morte. Rappelez-vous, je vous recommande dans Le Monde, il y a un article sur le bon président Bazoum du Niger, qui est le président légal. Il fut un temps, si ça avait été le général de Gaulle, où la France aurait par force défendu sa base là-bas. La France s'est retirée parce qu'elle ne veut plus faire d'opérations coloniales. Oui. Il y a un complexe post-colonial qui fait que le pauvre président Bazoum, il est toujours en train de croupir dans sa résidence surveillée. C'est ça la réalité. Si on était intervenu, Darius, vous imaginez le scandale planétaire que ça aurait fait, la France-Afrique, les salles coloniales. C'est ce que la France faisait naguère. Il y a un moment, la France faisait naguère. Ils sont indépendants depuis plus de 60 ans. Il faut quand même qu'ils prennent leur destin. Et c'est plus le nôtre au bout d'un moment, quand même. On ne peut pas non plus être les gendarmes de la planète. On ne peut pas confondre ce qui passe en Russie et là-bas au Niger. Oui, c'est ça. La communauté française était en danger quand même. Il fallait prendre une décision. Je ne suis pas là pour défendre seulement le président Macron, mais la communauté française était en danger. L'ambassadeur était enfermé dans son ambassade et serait conduit à un bain de sang. Et les Russes progressent dans cette partie du continent, notamment au Niger. La prochaine fois. Et donc, à un moment donné, il faut prendre des décisions responsables et naturellement que les Russes, comme les Chinois d'ailleurs, commencent à grignoter tout le terrain africain. Oui, Margot Haddad. Non, je suis d'accord que ce n'est pas des situations qu'on peut véritablement comparer entre le Niger et la Russie, mais il faut aussi comparer aussi les populations. La population russe est extrêmement résiliente et est prête à faire des efforts pour être une grande puissance sur la scène internationale. Est-ce que les Français, à l'heure actuelle, sont dans cette logique-là de se serrer la ceinture pour défendre la patrie? Je pose un point d'interrogation. Les Américains. Les Américains aussi ont une logique de puissance. Il y a un sentiment patriotique que, pour l'instant, la France n'a plus réellement à l'heure actuelle. Rappelez-vous ce moment extraordinaire où se déclare la guerre des Malouines. Et Margaret Thatcher est la seule dans son cabinet qui dit « on ira faire la guerre coûte que coûte ». Et tout le monde autour de la table lui dit « mais c'est pas possible, vous êtes folle, c'est beaucoup trop loin, c'est trop cher, c'est trop compliqué ». Tout ce ressort qui n'existe plus vraiment dans les populations d'Europe de l'Ouest, et c'est elle qui l'a fait. Bien sûr, et là franchement c'est un acte historique considérable. Je vous rappellerai toujours Margaret Thatcher avec son fichu sur la tête, sur le tank en train de manipuler la mitraillette. C'était d'un acte de résistance en disant jamais les démocraties ne reculeront devant les dictatures. Et effectivement, elle est allée défendre ce morceau de terrain qui était à l'autre bout du monde. Et donc la démocratie, elle a dit les dictatures ne nous auront pas. Et ça, c'est un acte effectivement de bravoure considérable. Il faut que nous soyons en capacité de résister lorsque nos intérêts sont en danger à l'étranger.